et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler, partager des expériences de vie, s'entraider. C'est maintenant au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Benjamin sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et pour tous vos commentaires, toutes vos réflexions, vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 21 21 en le commençant par le mot nuit. Et avant d'accueillir Olivier, je voulais vous remercier au nom de toute l'équipe d'être toujours aussi fidèles à ce rendez-vous. Les audiences qui sont tombées aujourd'hui nous le confirment. Alors merci à vous, merci de tout cœur. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va pas mal, merci. Bon, oui, je vous appelais donc ce soir concernant un petit souci que j'ai avec mon ami. Oui. Étant donné que je suis très possessif. Ah, bon. Déjà, vous en avez conscience. C'est bien. Oui, enfin j'en ai. Oui, déjà c'est une chose, oui. Oui. Et j'ai aussi conscience que ça l'ennuie un petit peu. Bon. Elle vous le fait remarquer Ouais, depuis quelques temps, elle me l'a dit. Bon, je savais déjà avant, mais bon. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Depuis un peu plus d'1 an. 14 mois, à peu près 15 mois au début février. Oui. Donc, et bon, on habite on a distance, hein, on a à peu près 200 km qui nous séparent. Ah, ça ne doit pas arranger les choses pour vous. Non, mais bon, je le savais au départ aussi, quoi. Oui, il n'y a pas eu de changement au cours de votre relation. Vous saviez dès le départ que oui. C'était une relation à distance. Oui, parce que je la connaissais depuis longtemps, depuis l'école, hein, depuis une dizaine d'années. Donc, je le savais, puis bon, j'ai voulu prendre quand même on peut pas dire le risque, mais bon, j'ai quand même choisi on a quand même choisi consciemment ce qu'on faisait. Et donc vous vous êtes connus il y a 10 ans, vous aviez quel âge à ce moment-là ? Il y avait plus de 10 ans, on s'est connus, on avait à peu près 20 ans. D'accord. Moi j'en ai 31 aujourd'hui, donc ça fait une bonne dizaine d'années. Elle a le même âge que vous ? Elle a 1 an de plus. Oui. Et vous voyez le week-end ? Ouais, pas forcément. Là, elle était venue au mois de décembre, enfin fin novembre, début décembre, 3 semaines, et puis pour la nouvelle année. Oui. Mais alors comment vous pouvez être possessif dans une telle relation finalement ? Enfin, c'est la question que je me pose en vous écoutant, puisque vous voyez relativement peu. En fait, je suis surtout possessif en fait plus quand elle n'est pas là, quoi. Quand elle n'est pas vers moi. Dans le sens où, je suis régulièrement en train de la joindre, de la contacter pour pas forcément savoir ce qu'elle fait, mais savoir où elle est, qu'est-ce qu'elle compte faire. Vous êtes anxieux au fond quand vous ne pouvez pas la joindre, par exemple ? Oui. Ah oui, parce que vous vous demandez ce qu'elle fait lorsqu'elle est loin de vous. Dans le sens à l'appeler plusieurs fois si je peux pas la joindre en fait. Hein. Ah oui, vous vous acharnez un peu sur son téléphone. Un peu, oui. pas tout le temps, hein, mais certaines fois, oui. Oui. Vous êtes du genre à laisser à bombarder son message sa messagerie de. Non, pas bombarder parce qu'après elle pourrait plus en avoir d'autres, peut-être plus importants que les miens, donc bon. Sa famille notamment. Mais bon, non, pas forcément des messages, mais l'appeler ou lui écrire. Je vais être quand même le temps de me répondre, mais c'est vrai que bon, j'ai. Vous lui laissez c'est important. Vous lui laissez le temps de vous répondre. Oui, quand même. Bon. Enfin après, bon, ça c'est relatif. Hein. Je laisse des fois une demi-heure. Voilà, non mais c'est bon. C'est pour ça que je vous pose la question parce que pris
par votre angoisse, hein, parce qu'à un moment c'est l'angoisse qui prend le dessus. On peut être un peu dans un étau et du coup face à un téléphone qui ne répond pas, on peut se laisser submerger et perdre un peu la tête, hein, et c'est-à-dire laisser sonner, laisser vraiment plusieurs messages d'affilée, ce qui est oppressant. Oui, mais je me rends compte en fait que c'est oppressant pour elle. Et puis j'ai du mal à à franchir le cap de me dire qu'il faut que j'arrête, quoi, que j'essaierai plus tard ou le lendemain ou le soir même. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit à ce moment-là, quand vous n'arrivez pas à la joindre? Qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont vos pensées? Bon, la plus simple, c'est qu'elle est peut-être occupée à faire autre chose, mais bon, comme elle est chez elle souvent, puisqu'elle travaille, elle est malheureusement sans emploi. Donc des fois j'ai un peu du mal à me faire à l'idée qu'elle peut faire autre chose, qu'elle n'est pas dans une situation dans laquelle elle peut forcément me répondre. Il faudrait qu'elle soit toujours disponible pour vous. Pas forcément toujours disponible, mais le plus souvent possible, quoi. Et oui, un peu quand même, hein, dans ce que vous dites. Oui. C'est-à-dire dans la mesure où elle n'a pas d'emploi actuellement, ça suppose qu'au fond, elle devrait être disponible. Si elle avait une activité professionnelle, ça justifierait plus, selon vous, qu'elle ne peut pas répondre. Parce que là, ça calmerait vos angoisses en disant, bon, elle est occupée, elle est prise par son activité professionnelle. Étant donné qu'elle n'a pas d'emploi, pour le moment, que fait-elle? Oui, voilà. Alors, est-ce que vous gambergez au point de vous dire que, je ne sais pas, est-ce que ça peut dériver de cette possessivité à la jalousie? Non, je pense pas, non. Il n'y a pas des scénarios comme ça de type un peu jalousie? Il y a, c'est toujours des fois plus ou moins des idées. Je ne vais pas dire le contraire, mais non, parce qu'après, je sais très bien que, après, je sais, on est tous les deux séparés pour l'instant, en distance. Donc après, c'est quand même basé sur un minimum de confiance. Donc, un minimum? Enfin, un minimum, voire maximum. Il vaudrait mieux. Oui, non, mais voilà, mais ce que je veux dire, après, si on n'a pas confiance l'un en l'autre, c'est pas la peine, quoi. Et oui, mais ce qui serait important, c'est que vous ayez, vous, davantage confiance en vous aussi. Oui. Finalement. Parce que pour pouvoir faire confiance aussi à l'autre, à la relation qu'on a avec l'autre, il faut déjà un peu se faire confiance à soi. Oui. Or, semble-t-il, c'est là où il y a un sentiment un peu d'insécurité chez vous. Dès que l'autre est loin, c'est comme si vous n'aviez pas ce sentiment de permanence. Ça crée une insécurité chez vous. Oui, ouais, tout à fait. Je suis en train de réfléchir en fait à ce que vous me dites en même temps. Oui, je pense effectivement. Quand vous me dites au fond ces appels qui résonnent dans le vide, c'est inquiétant, c'est angoissant parce que au fond, dans l'idéal, vous aimeriez bien qu'elle soit toujours disponible pour vous. Un peu, il y a un moment de la vie où l'autre est toujours disponible pour nous, ou en tout cas quand ça se passe bien. En tout cas, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour tous les bébés. C'est dans les tout premiers temps de la vie. C'est quand on vient au monde et que le bébé, de par son état de dépendance et physiologique et psychologique, a terriblement besoin que l'on s'occupe de lui et qu'on soit là pour répondre à tous ses besoins. Et cette permanence de la mère, de celle qui en tient lieu, lui permet de trouver un sentiment de sécurité intérieure. Petit à petit, au fil des années, on peut finalement, je fais très très bref, parce qu'il y aurait lieu de développer, mais
l'enfant commence à intégrer un peu les séparations, accepte au fond la mère. Au départ, il y a un moment où il y a une période qui est réactivée aux alentours comme ça des 8-9 mois où l'enfant réagit au visage inconnu de nouveau, et puis il y a un âge où quand les proches comme ça, le père, la mère, ou sortent de la pièce, l'enfant crie et est très angoissé parce que s'il a l'impression que quand on sort de la pièce on n'existe plus. Puis petit à petit, eh bien, il prend conscience qu'on peut sortir d'une pièce, revenir, mais qu'on revient, et puis parce qu'il va intégrer, il va y avoir quand même une permanence de son objet d'amour. C'est-à-dire que il peut continuer à exister à l'intérieur de lui, même s'il en est séparé, même si son objet d'amour n'est pas là. On a l'impression, chez vous, Olivier, qu'il y a quelque chose qui est fragile sur ce plan-là. Que au fond, quand votre fiancé n'est pas là, eh bien près de vous physiquement, c'est comme si elle était un peu perdue corps et âme pour vous, et que vous aviez besoin de vous raccrocher à elle physiquement, ne serait-ce que par la voix, c'est-à-dire entendre sa voix, ça vous rassure. Ne serait-ce que par l'entendre, oui. Oui, c'est ça, pouvoir l'entendre. Donc vous vous assurez qu'elle est bien là, que votre lien existe. Donc il y a quelque chose autour de cette histoire de possessivité qui serait à travailler un peu de votre côté, parce que ça vous rend, c'est encombrant pour vous et puis pour votre relation, parce qu'elle vous le dit quand même, elle vous dit que ça lui pèse. Bah oui, elle me dit que ça oui, pardon, elle me dit que ça lui pèse, et puis maintenant, effectivement, au début, je me suis pas trop rendu compte, maintenant, je me rends compte que ça lui pèse vraiment, quoi. Et puis finalement, moi aussi, ça me pèse aussi, et puis c'est pas possible que ça continue comme ça, quoi. Donc il faut que je travaille tout ça. Oui. Donc avec le temps, Alors, vous disiez un peu hors antenne que vous avez eu des parents extrêmement protecteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Étant donné que nous sommes tous les deux, parce que oui, c'est vrai que je ne vous ai pas tout dit hors antenne non plus. Nous sommes, ma copine et moi, nous sommes tous les deux, donc nous souffrons tous les deux d'un handicap différent. De ce fait, nos parents qui ont été forcément peut-être un peu plus protecteurs que d'autres. Donc après, ça, je pense que ça peut aussi rejaillir sur les relations qu'on entretient. Oui. En même temps, c'est ce que j'expliquais un petit peu hors antenne. Alors, je ne savais pas qu'il y avait que vous aviez l'un et l'autre un handicap. Vous aviez dit simplement à Quentin que vous aviez des parents protecteurs, mais ça peut effectivement expliquer leur très grande protection, voire leur hyper protection du fait de votre handicap. Oui. Mais bon, après, quel est-il, si je peux me permettre de vous le demander? Oui, alors moi, c'est pas compliqué. Moi, j'ai un handicap visuel, tout simplement. Oui. Ça, c'est très simple. J'ai ça depuis pratiquement la naissance. Et donc, je vis très bien autrement avec. Je me débrouille très bien. Et puis, elle, c'est plutôt une maladie rare. Je pense qu'on en a parlé, il me semble, qu'on a parlé des maladies rares sur votre antenne il y a quelque temps. Il me semble, me souvenir, bref. Donc, c'est une maladie orpheline qu'elle a, en fait. Oui. Donc qui touche pas grand monde et donc qui lui permet donc elle a des problèmes, un souci de croissance et puis la face en coup de sabre en fait notamment. La quoi, pardon, j'ai pas bien. La face le visage avec en forme de sabre un petit peu. D'accord. Mais si vous voulez, ça a dû jouer effectivement sur vous voyez, sans savoir cela, sans avoir connaissance de cela, puisque vous n'en aviez pas parlé, ça hors antenne. Mais quand je disais il y avait une fragilité certainement chez vous autour d'un sentiment de sécurité comme ça intérieur.
il est vrai que les parents ont forcément tendance à protéger, voire à hyper protéger leur enfant qui présente un handicap. Ça paraît... Non, ça me paraît tout à fait... Ça paraît légitime, hein, oui. Évidemment. Alors, en même temps, c'est vrai que dans cette hyper-protection, c'est aussi toujours à double tranchant parce que ça ne permet pas toujours à l'enfant de prendre conscience aussi des ressources qu'il a en lui et de prendre confiance en lui. C'est-à-dire que les parents ont tendance un peu à se substituer à lui, à faire à sa place, au lieu de l'amener à développer aussi son potentiel. Et à l'amener malgré tout à explorer quand même le monde. Malgré, avec ce handicap. D'accord. C'est vrai que c'est quand même après compliqué à gérer. Oui. Et donc c'est bon, mais c'est vrai que c'est ce que l'on rencontre assez souvent, hein. Et on le rencontre d'ailleurs parce que si vous voulez, derrière tout ça, il y a une anxiété que l'on peut très bien comprendre aussi, hein, c'est-à-dire autour de cet enfant qui est différent. Et donc l'anxiété, c'est très contagieux aussi. Donc des parents anxieux vont transmettre aussi leur anxiété à cet enfant. Donc c'est là où c'est complexe parce que protéger, oui, puisque il est important de tenir compte. Il ne s'agit pas de nier le handicap de l'enfant. Il s'agit de pouvoir le protéger tant qu'il est nécessaire de le faire, et puis progressivement, en fonction aussi, c'est ça, de la nature du handicap, de la possibilité aussi d'autonomie qu'il peut avoir par rapport à ce handicap. Il y a tellement de handicaps différents, de voir quelles sont ses possibilités d'évolution, et progressivement de l'amener à pouvoir se faire face aussi aux réactions des autres, à pouvoir aussi se défendre, à trouver sa place et à réagir. C'est plutôt que finalement toujours anticiper et être dans une bulle un peu autoprotectrice qui, à certains moments, au fond, comme je vous le disais, ne lui permet pas, lui, de vraiment d'avancer, quoi. Bon, ouais. C'est peut-être... C'est un peu complexe, oui. C'est complexe, oui, comme tout ce qui se joue autour de ces questions du handicap, parce que, je vous dis, les parents, c'est tout à fait compréhensible et légitime de vouloir protéger un enfant qui est différent. Et en même temps, cette protéger, oui, hyper protéger, peut finalement avoir des conséquences plus problématiques, si vous voulez, que peut être un peu inhibé finalement l'enfant dans son développement, voyez, et peut être un peu anxiogène, voilà. Oui. Mais bon, maintenant, si vous voulez être pour revenir à votre histoire de couple et de possessivité, vous en êtes conscient. Vous savez que votre ami, ça l'étouffe, pour parler un peu simplement, un peu vite. Donc, il faut un peu calmer le jeu et peut-être aller un peu vous pouvez soit déjà un peu vous apaiser par rapport à ça, parce que elle peut faire toute autre chose, elle a aussi une vie, même si elle n'a pas d'emploi. Hein, c'est-à-dire qu'elle peut très bien alors que son téléphone sonne, ne pas être disponible à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous,
mais elle peut très bien... les téléphones, c'est ce qui est terrible aujourd'hui, et notamment avec les téléphones portables. Hein, ça renvoie à cette histoire du portable où finalement, avant, quand il y avait les fixes, eh bien, on était chez soi, on n'était pas chez soi. Maintenant, le portable, on est censé l'avoir en permanence sur soi, donc ça suppose d'être en permanence disponible. C'est terrible quand on y réfléchit bien. Ah oui. Alors vous me direz, on peut le débrancher. Mais bon, même débrancher, dire, t'as pas écouté ta messagerie ? Ben non, il y a des moments où on a le droit de débrancher son portable aussi. Hein, de se déconnecter un peu. Peut-être pour se reconnecter à soi-même aussi. Parce qu'on est connecté en permanence à tout. Hein, à nos écrans, à nos portables, et finalement plus tellement connecté à soi-même. Bon, alors il y a aussi des gens qui disent peut-être vous rapprocher d'elle, vous rassurez. C'est Coco qui dit ça. Et puis j'avais aussi, attendez. J'avais aussi Daniel qui me dit où se situe la frontière entre possessif et jaloux. Elle est très mince, mon cher Daniel. Il y a l'imparfait du subjonctif qui dit la possession et la jalousie peuvent amener à la perte d'un couple, mais le savoir est déjà un bon symptôme pour entamer peut-être un travail en profondeur. Lali aussi dit attention, une trop grande possessivité peut étouffer la relation à l'autre. Hein, donc c'est important d'y réfléchir un petit peu. Voilà. Ah oui. Donc peut-être aller, soit vous arrivez à le gérer, à y faire face, et puis si vous sentez que c'est un petit peu plus fort que vous parce qu'il y a trop d'angoisse derrière, à ce moment-là, en parler un peu. Mais peut-être que vous allez très bien y faire face tout seul. Hein. Mais de toute façon, il faut déjà essayer. De toute façon, après. Oui, c'est pas prévu que dans comment vous voyez l'avenir avec elle. Éventuellement, vous vous rapprochiez l'un de l'autre. Éventuellement, étant donné sa situation, le plus simple serait qu'elle se rapproche de moi. C'est elle qui se rapprocherait ? Oui, parce que étant donné que je travaille sur place, donc ce serait pour l'instant moins compliqué. D'accord. Bon, après, c'est vrai qu'on a parlé. Bon, elle n'est pas trop pour l'instant. Elle n'a pas trop envie pour l'instant. Bon, ce que je peux comprendre aussi. Mais bon. Alors peut-être que justement, si elle a peur que, en se rapprochant de vous, vous lui mettiez, voyez, un couvercle sur elle, parce que déjà en étant à distance, elle a l'impression de se sentir surveillée dans ses moindres faits et gestes. Elle se dit ouh là là, quand je vais être sur place, j'aurai plus aucune liberté avec Olivier. Donc lâchez un peu du lest, laissez-la, appelez-la moi. Vous verrez, vous aurez le plaisir, Olivier, de voir que c'est elle qui vous appelle. Vous aurez aussi ce plaisir-là. Ça va vous faire du bien. De voir que c'est elle qui prend l'initiative de vous appeler. Parce qu'au fond, vous n'avez même plus ce plaisir-là de voir que c'est elle qui vous désire, que vous lui manquez. Vous ne lui laissez même plus, vous ne laissez même plus la place au manque. Vous êtes trop présent, même en étant à distance. Réfléchissez à ça. D'accord ? Oui. Je vous embrasse. Au revoir. Allez, bon courage. Merci. Au revoir. Alors, il y a Maurice qui m'envoie un petit SMS au 7 21 21 pour me dire « Mais Caroline, un portable ne se débranche pas, il s'éteint. » Vous avez raison, mon cher Maurice, mais que voulez-vous ? Moi, j'en suis restée à l'ère du téléphone fixe, du Minitel, des disques vinyles, des transistors. Et oui, je suis un vieux dinosaure, qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes bien sur Europe numéro 1, hein, c'est ça, les fidèles se reconnaîtront là, voilà. Allez, on va accueillir maintenant, je crois que c'est Laura qui est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Laura. Je vous appelle, mais en fait, vous m'avez accompagnée depuis que je suis toute jeune, hein, depuis l'âge de 19 ans. Vous voyez, quand je vous disais que j'étais un vieux dinosaure déjà. Non, c'est pas vrai. Non, mais pas dans ce sens. Tout dépend de l'âge que vous avez. J'ai que 28 ans. Hein. Mais, c'est ça. Mais quand j'étais encore adolescente, je vous écoutais. Oui. Et quand j'avais un souci, je me souviens, je vous avais appelé, j'avais 19 ans et votre émission commençait à peine. Et vous m'avez accompagnée pendant toutes ces années quand j'étais étudiante. Et maintenant, je suis une jeune adulte. Et je vous trouve toujours épatante et merveilleuse, voilà. Oh, c'est gentil, Laura. Ah, mais je le pense vraiment. Donc, alors, vous avez fini vos études maintenant ?
Eh oui, ça y est, c'est terminé. Et maintenant, je suis dans la vie active, je suis enseignante. Oui. Et bon, je vous appelle pour une contrarie. Enfin, c'est quelque chose qui me contrarie. C'est un problème auquel je n'ai jamais été confrontée par le passé. Donc, je voulais vous en faire part et vous demander un peu conseil parce que je suis un peu perdue. Donc, je vous explique que j'ai une amie qui est enseignante comme moi, qui a exactement le même âge que moi, qui a 28 ans. Oui. On est vraiment d'excellentes amies. C'est une fille qui a des qualités extraordinaires. C'est une amie vraiment remarquable. Elle est curieuse de nature, elle est tolérante, elle est généreuse. Elle a énormément de qualités. On s'entend vraiment très très bien. On passe des moments formidables. On fait la fête, on rigole. C'est vraiment génial. Mm-hmm. Et il y a un petit problème. Ouais, alors, bon, on est totalement différentes. C'est-à-dire que physiquement, elle est longiligne, elle fait à peu près 1m70. Oui. Elle est longiligne, elle est mince. Moi, je suis plutôt plus petite, je suis à peu près 1m60, 1m62, mais je suis pas non plus... je suis pas non plus une boulette, Je suis bien proportionnée, vous voyez. Je suis ronde, mais... Enfin, je suis pas ronde, mais je suis plutôt, méditerranéenne. Oui. Sans pour autant être grosse, pas du tout. Oui. Donc on est chacune différentes. Oui, vous avez des styles différents, mais chacune beaucoup de charme, j'imagine. Oui, et puis on s'apprécie toutes les deux, c'est-à-dire qu'il y en a aucune qui dévalorise l'autre, on s'apprécie vraiment. Mais non, parce que vous n'êtes pas en compétition, puisque finalement vous êtes vous avez des charmes, vous êtes très différentes l'une de l'autre. Oui, alors même vestimentairement, c'est-à-dire que elle est plutôt dans un style basique, mais qui lui va très bien. Elle peut s'habiller comme elle veut, il n'y a pas de souci. Moi, je suis plutôt dans une construction, dans une sophistication. Je m'habille avec des habits de luxe parce que j'ai pas tellement confiance en moi, donc je me pars avec des habits vraiment de luxe. Je suis capable de m'habiller en Dior ou enfin c'est fou parce que j'ai pas tellement confiance. Par le passé, j'ai eu des problèmes de poids qui ont un peu vous voyez mais dites-moi, vos élèves, ils doivent ils sont contents, ouais. Ils sont contents. Mais ils vous charrient pas trop là-dessus? Ah non, mais c'est un mythe, c'est n'importe quoi. Ils se rendent pas trop compte forcément que ce sont des marques, si? Non, pas forcément. Pas, oui, il vaut mieux pas. Puis bon, je viens pas forcément habillée en robe Dior. On cite pas trop les marques, on leur fait pas de pub gratuitement à l'antenne. Oui. Non, je mets pas forcément des marques de luxe pour venir travailler. Bon, bref. Le problème que j'ai actuellement est le suivant. C'est qu'on a toutes les deux un vécu différent. Elle est restée 9 ans avec le même homme et elle a tendance à accumuler les aventures. Bon, ça ne regarde qu'elle, c'est pas un souci. Moi, j'ai vraiment un rapport très sérieux aux hommes. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Si, entre-temps, j'ai personne, eh bien, je suis seule et c'est pas un problème. Oui. Voilà ce qui se pose comme problème. Il y a eu une première alerte. Ce printemps, j'étais vraiment folle amoureuse d'un garçon et n'osant pas l'aborder seule, je lui avais dit viens avec moi, on va le croiser en ville à tous les coups et j'ai pas envie d'être seule quand je vais le voir. Et voilà ce qui s'est passé. On s'est retrouvés, on l'a croisé évidemment, il nous a invités à sa table avec un ami à lui. Et moi, par timidité, parce que je suis quelqu'un de très timide, je me suis assise à côté de son ami à lui. Ce qui fait que pendant la conversation, elle a discuté avec celui qui me plaisait. Et à un moment donné, je me suis retournée et je la regardais qui discutait de façon très détendue avec le garçon qui me plaisait. Et il y a quelque chose qui m'est passé par la tête, c'est « Oh là là, ça va, je la dérange pas, là, elle a l'air vraiment bien, là. » Et 3 jours après, ce garçon qui me plaisait tant m'a appelée en me disant « Oh là là, ta copine, elle me plaît, mais alors, waouh, je boirais bien un verre avec elle. » Et ça a créé un choc, ça m'a vraiment décomposé totalement. Oui. Là-dessus, je l'ai appelée. Et de façon un peu autoritaire, mais pas vraiment contre elle, mais je lui ai dit, oh là là, il y a machin qui est vraiment qui est vraiment intéressé par toi et qui m'a fait comprendre qu'il voulait boire un verre avec toi, mais oh mon Dieu, je veux pas, moi ça me ferait terriblement souffrir. Et bon, le problème ne s'est pas posé parce qu'il ne lui plaisait pas du tout. Donc elle m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Donc là, bon, il y a eu comme un malaise pendant quelques jours, mais c'est passé tout seul. Sauf que là, ces derniers temps, il y a quelques mois, on est allé à une fête. Oui. Il y avait un garçon qui m'a plu, que je connais depuis vraiment beaucoup d'années, qui est un ami de mon frère, et elle m'a accompagnée à cette fête. Et voilà ce qui s'est passé. Après cette fête, elle est allée sur Facebook. Elle a contacté toutes les personnes qu'elle avait vues, tous les garçons, les garçons avec lesquels elle avait parlé, avec lesquels elle s'était bien entendue. Oui. Et puis de fil en aiguille,
elle a tissé un lien avec le garçon qui me plaisait. Et elle savait qu'il me plaisait. Elle le savait, oui, c'est ça. Oui, elle le savait. Oui, elle le savait. Et mais j'avais pas trop non plus insisté. J'avais juste dit oui, il me plaît. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, ils se sont parlé au téléphone pendant longtemps. Il lui a donné rendez-vous. Ils sont allés manger au restaurant ensemble. C'était mardi dernier. Et en fait, la veille de son rendez-vous, pareil, le garçon m'appelle au téléphone. Parce que c'est un ami de mon frère. Je l'ai au bout du fil et il me dit « Oh là là, ta copine, elle me plaît. Oh là là, est-ce que tu penses que j'ai mes chances ?» Là, évidemment, j'étais encore décomposée. Donc moi, gentiment, je lui dis « Non, mais vas-y, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. » Ce qu'il y a eu, c'est que avant le rendez-vous et après le rendez-vous, je lui ai demandé ce qu'elle a fait ce soir-là. Qu'est-ce que tu as fait mardi soir? Elle m'a pas répondu. Oh, j'ai fait des trucs. Donc, vous voyez, elle m'a menti par omission. Elle n'a pas voulu me dire qu'elle avait rendez-vous avec lui. Ça m'a gênée. Et en fait, ça a été crescendo. Je ne sais pas si ça a été cumulatif. Le lendemain de son rendez-vous, je l'ai questionnée. Elle m'a pas répondu, rien. Ça m'a vraiment énervée. Je sais qu'ils ont flirté sans plus, mais bon. Et je l'ai eu au téléphone, j'ai vraiment été excessive. J'ai dit, mais vraiment, ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment incorrect, c'est pas acceptable, t'aurais pu me le dire. Ça se fait pas en douce, on dirait que t'as pris rendez-vous en douce et que t'as rien voulu me dire, etc. Bon, à tête reposée, je me suis dit que peut-être elle voulait pas me contrarier, et qu'elle voulait peut-être pas, ne sachant pas où elle allait, peut-être qu'elle voulait pas me contrarier, mais moi, c'est le fait de mentir par omission qui m'a blessée. Et actuellement, je suis je l'ai re-eu au téléphone avant-hier où elle m'a appelé, elle était pas bien. Elle m'avait écrit une lettre, mais elle n'avait pas osé me l'envoyer. Je lui ai dit elle m'a demandé, est-ce que ce garçon te plaît vraiment? Parce que peu après notre altercation au téléphone 2 jours avant, elle lui avait envoyé illico un texto en lui disant, je ne veux plus te voir. Et moi, et elle m'a demandé ensuite au téléphone, elle m'a dit, est-ce que ce garçon te plaît vraiment? J'ai dit, oui, il me plaît. Elle m'a dit, alors je renonce à lui. Le problème, c'est que, et elle m'a dit, promets-moi d'essayer au moins avec ce garçon, plutôt de rester tout le temps retranché à attendre que ce soit eux qui viennent, fais quelque chose. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression d'être toujours dans le rôle de la mère supérieure qui dit, non, on n'y va pas, il me plaît. C'est très égoïste, en plus. J'ai pas à faire d'ingérence dans sa vie intime. Elle culpabilise de son côté à elle. Et le rapport qu'elle a avec les hommes, c'est un rapport de séduction. Oui. Elle s'en rend pas compte. Vous êtes très différente là-dessus. Totalement. Totalement. Sur ce plan-là aussi. C'est-à-dire qu'elle, elle est dans la séduction beaucoup. Elle, au fond, les hommes sont assez interchangeables pour elle. Oui. Alors que vous êtes plutôt en retrait dans vos relations. Vous vous engagez peu, les hommes vous plaisent, mais vous n'y allez pas, franchement. Non. Vous la laissez, et puis au fond, vous vous confiez à elle, sachant elle ne peut pas s'empêcher d'y aller, même si au fond le garçon lui plaît pas franchement. Mais du coup, il a pris beaucoup d'intérêt certainement à ses yeux parce que vous lui en avez parlé. Du coup, il devenait d'autant plus séduisant. Elle s'en fichait un peu de ce garçon. Mais il en devenait séduisant, d'autant plus séduisant à ses yeux parce que il était séduisant à vos yeux, à vous. Justement, elle m'a dit, que ce soit lui ou ce soit un autre, je m'en fiche. Moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais parce que ça, c'est dans son fonctionnement à elle. Oui. Il y a quelque chose. Elle aime séduire. Elle a besoin de ça. Pour le moment, ça veut pas dire que... Mais... Et elle est capable. Elle me l'a dit, je le sais. Moi, je suis pas là pour juger, parce qu'on est amis. Mais elle m'a quand même dit, ça lui est déjà arrivé d'avoir une aventure avec un homme qui est déjà avec quelqu'un, et de me dire, je m'en fiche totalement que ce gars-là est une copine. Je m'en fous, sa copine, je la connais pas. Moi, c'est quelque chose que je serais incapable de faire, vous voyez. C'est pas possible. Oui, mais ça vous montre qu'à la limite, même si elle connaît, qu'elle savait que ce garçon vous plaisait, ça l'empêche pas d'y aller. Il y a quelque chose de plus fort qu'elle. Oui. Bon. Alors, elle a raison dans les faits quand elle vous dit. Dans un sens, on peut pas. Elle sait qu'il est avec quelqu'un, et dans la mesure où elle ne connaît pas cette fille. C'est pas comme si elle la connaissait. Si elle la connaissait, ça serait différent. Bon. Parce qu'elle m'a dit, jamais je ferais ça à une amie. Et bon.
Bon, là, vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu plus fort qu'elle. Elle a pas pu s'empêcher. Alors, elle a renoncé après, mais bon, c'est comme, elle a besoin de séduire. Bon, en même temps, vous, qu'est-ce qui fait, Laura, que vous n'osez pas? Moi, je pars du principe que quand un homme est vraiment, quand une fille plaît vraiment à un garçon, c'est lui qui fait le premier pas. Je pars de ce principe-là. D'autre part, il y a ça. D'autre part, moi, j'ose pas parce que, comment dire, à la base, je l'ai fait un peu fuir parce que j'ai comment dire, il y a un côté de sophistication, il y a une sophistication, mais il y a aussi, je mets un peu à distance. Certainement. Certainement, par manque de confiance. Alors, dans votre certainement grande sophistication, qui est une façon de mettre à distance. Ah, c'est ça. Parce que à votre âge, vous êtes jeune, hein, vous avez 28 ans, elle aussi. Donc le côté très sophistiqué, chez des garçons, vous rencontrez des hommes de quoi, une trentaine d'années? Oui, voilà, c'est ça. L'extrême sophistication, ça peut être un peu déroutant. Je dis pas que ça peut ne pas plaire, hein, à certains et qui peuvent pas beaucoup aimer, mais au premier abord, ça, c'est pas très facile d'aborder une femme très sophistiquée, parce qu'on se dit il y a un côté qui peut paraître un peu hautain, un peu. D'ailleurs, vous vous protégez avec. Ah oui, c'est ça. Hein. Vous le dites vous-même, hein, comme vous n'êtes pas à l'aise. Vous voyez, vous pouvez donner une image de vous qui n'est pas la vôtre. Vous donnez une image de vous qui n'est pas la vôtre en mettant des marques, des vêtements de marque, vous voyez, comme si, le créateur, oui. Voilà, ça donne un côté, on s'approche pas de moi comme ça, très inaccessible. Oui. Bon, donc au fond, les hommes perçoivent le message. Là où votre amie, elle, est beaucoup plus accessible, parce qu'en plus, elle veut les séduire. Donc même si elle ne fait pas directement le premier pas, elle fait tout, elle envoie plein de signaux pour les inciter à faire le premier pas, en étant accessible. Accessible, ça veut pas dire être, vous voyez, complètement open et tout ça, mais elle leur permet certainement de faire le premier pas parce qu'elle est accessible. Vous, c'est attention, hein, on m'aborde pas comme ça. Et oui, mais moi j'ai pas envie de me faire. C'est ce que dit Cathy, il faut plus vous habiller en créateur. En Dior. J'adore, c'est ma passion. Oui. J'adore, c'est ma passion. Allez, on le dira plus après. non, c'est ma passion, je jure. J'adore ça. C'est vrai, j'adore ça. J'adore l'art moderne et tout. Oui, mais bon. Vous savez, un bon jean, même s'il n'est pas de la marque, avec un bon petit jean, alors c'est vrai que parfois, avec des talons un peu hauts, un joli petit pull, on fait des trucs comme ça. Vous savez, parfois vous paraissez un peu plus accessible, un peu plus, et c'est les garçons vont, vous voyez, dire peut-être un peu plus abordable et bon et ça passerait peut-être mieux. Donc elle y va, elle ose là où vous n'osez pas. Quand même, une chose est sûre. Oui. Alors il y a First Lisa qui dit vous devriez sortir sans cette amie maintenant. Peut-être pas sortir complètement sans elle, mais en tout cas quand un garçon vous plaît, évitez de lui dire motus et bouche cousue. Ah oui, évidemment. Mais ça, elle va se jeter dessus. Vous me faites. Ah ouais. Mais évidemment. Mais pourquoi elle fait ça? Par défi, parce qu'elle peut pas s'en empêcher. Il y a une forme de rivalité, mais qui existe. Vous savez, Laura, ça veut pas dire qu'elle vous aime pas énormément et qu'elle est pas attachée à vous. Il y a une forme de rivalité qui existe dans toute relation, comme ça peut exister entre sœurs, comme ça peut exister même. Il y a un peu une forme de compète, et c'est une séductrice. Ah oui, mais même moi, écoutez-moi, la première fois que je lui ai parlé, on était dans le même établissement. Moi, j'ai même cru à moi qu'elle me faisait du gringue, hein. Mais vraiment, sur le coup, elle me dit, oh viens, on va boire, ça te dit de boire un café? Et elle a un regard très aguicheur. Et moi, sur le coup, je me suis dit, mais elle est lesbienne, cette fille, ou quoi, là? Mais c'était pas un juge. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle me séduisait, moi aussi. Mais oui, mais certainement. Elle aime séduire. Elle aime séduire. Ça fait partie d'elle.
Est-ce que vous pensez que je dois mettre Parce que moi, sur le coup, je lui ai dit, écoute, c'est terminé, j'ai pas confiance en toi, tu fais les choses derrière mon dos, ça me plaît pas. D'un autre côté... Mais vous avez bien fait de lui dire que là, en l'occurrence, ce garçon vous plaisait et que ça ne vous a pas plu, que alors que vous lui avez confié qu'il vous plaisait, qu'elle se précipite sur lui pour le séduire, alors qu'au fond, elle en avait rien à faire. Et d'ailleurs, elle a entendu votre message, puisque quand même, elle a dit puisque c'est comme ça, j'arrête avec lui. Donc, au fond, elle en avait rien à faire. Elle a entendu, et vous avez bien fait de lui dire. Parce qu'elle m'a dit, que ce soit lui ou un autre, ça m'est égal. J'ai quand même, mais moi, quand un garçon me plaît vraiment. Enfin, c'est là où notre différence, c'est vraiment flagrant. Si vous voulez, comme dit le subversif, dit partir du principe que c'est à l'autre d'agir, c'est un peu être ligoté par son propre narcissisme. Votre copine, elle est plus libre. C'est-à-dire que, alors libre, oui, même si elle est prisonnière aussi de son narcissisme. J'ajouterais, parce que dans cette compulsion à séduire, ça nécessiterait quand même d'être développé. Mais elle, vous êtes très différente. Vous y mettez. Il y a certainement beaucoup plus de profondeur dans vos relations. Vous êtes différente. Il y a beaucoup plus de légèreté, Mais finalement, vous vous y retrouvez, vous vous entendez bien. Donc, ça serait dommage d'abîmer votre relation pour ça. Simplement, à l'avenir, quand un garçon vous plaît, surtout, vous ne lui dites rien. Et puis un conseil, Laura, osez davantage. Et puis faites en sorte de vous blinder un peu moins dans votre carapace là. Et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, je laisse tomber le garçon, mais promets-moi, je le laisse tomber. S'il y a quelque chose qui m'a surprise, elle m'a dit, je le laisse tomber, mais promets-moi d'essayer avec lui. Je te préviens. Mais elle m'a dit, mais je te préviens, si tu n'essayes pas. Mais je vais revenir et je vais faire des dégâts, mais tu peux pas t'imaginer. Ça m'a vraiment, je me suis dit, mais... Oui, alors là, dire, pas de chantage entre nous. En revanche, j'entends ton conseil, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, tu as raison, je devrais oser davantage. Maintenant, il n'y a pas de chantage entre nous. Et les dégâts, les autres, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que si on rentre dans ce type de relation, ça m'intéresse pas. Il y a autre chose, une dernière chose. Dernière chose. C'est si un jour j'ai un compagnon, je pense pas que ce soit. Je me sentirais pas. Je pense il y a un problème de confiance. Je me sentirais pas de lui présenter. Je comprends. Elle essaiera de le séduire, c'est inévitable. C'est inévitable, je pense que c'est dans sa façon d'être. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas lui présenter, mais dans les premiers temps, je pense qu'effectivement, cela dit, et Laura, faites-vous confiance. Elle pourra très bien ne pas lui plaire. Elle pourra très bien ne pas... Oui, la chair est faible. Enfin, ce garçon, vous êtes très différente, c'est aussi votre atout. Ce garçon pourra vous aimera vous désirera vous avez ce côté comme ça, petite bombe sensuelle, le côté un peu oriental. Il aimera peut-être pas forcément les grandes bringues, voyez. Donc c'est vous êtes très différentes, c'est ce qui est très bien. Il y a Jean-Paul qui dit « Allez, il faut oser, Laura, parce qu'il y a aussi des garçons qui ont besoin qu'on fasse le premier pas. » Puis il y a Saskia qui dit « Votre ami séduit vos hommes, c'est une manière déguisée de vous séduire. » C'est très juste. Parfois, s'approcher, séduire les hommes des amis, des copines, c'est une façon de se rapprocher des copines, paradoxalement. Hein. Ah bon ? Oui. Pas forcément de façon, pas sur un mode de façon lesbienne ou quoi, mais c'est une façon d'être plus proche. Oui. En plus, moi, elle arrête pas de me dire « Oh, toi, t'es vraiment super belle. Qu'est-ce que t'es belle, t'es top et tout. » Oui, mais ça veut pas dire qu'elle est. Ça veut pas dire qu'elle est, amoureuse de vous, lesbienne ou quoi. Mais il y a certainement il y a une complicité, il y a une séduction entre vous. Et comme dans toute relation humaine, il y a de l'ambivalence et il y a aussi de la rivalité. Mais ça veut dire qu'il faut quand même être un peu prudente, et concernant les garçons, concernant le fait que c'est une grande séductrice, être prudente, Laura. Voilà. Donc vous pensez pas qu'ils doivent mettre une croix sur cette relation, sur cette amitié? Je trouve que ça serait dommage. Hein? Donc soyez plus secrète, comme dit Amanda de Corse. D'accord? D'accord. Ok.
Super, allez, bonne chance. Écoutez, et puis lancez-vous, la prochaine fois qu'un garçon vous plaît, ne lui dites rien. D'accord, ça c'est un bon conseil. Ouais. J'avais pas pensé, oui. Oui, il faut pas en parler. Au revoir, Laura. Merci, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des messages qui arrivent pour Laura. Kojak dit: la simplicité est plus attirante que la sophistication. Ah, ça c'est votre point de vue, Kojak, mais la sophistication peut être aussi attirante pour certains hommes notamment. Et puis elle nous expliquait aussi, Laura, en disant pourquoi c'était important, une façon pour elle de se protéger. Et puis, ça peut être très très sexy aussi, le côté sophistiqué. Un message aussi qui arrive au 7 21 21 qui dit: Laura, vous avez une bonne morale, mais évitez de présenter à votre ami un garçon que vous aimerez un jour. Et puis, il y a Is No Good qui dit: si un garçon vous plaît, allez-y franco. Laura, vous avez tout à gagner parce que nous, les hommes, on aime se faire draguer parfois. Et le côté inaccessible, on adore. C'est paradoxal, vous aimez vous faire draguer et vous adorez le côté inaccessible. Alors il faut savoir, peut-être que vous aimez les deux, vous faire draguer par une femme en apparence inaccessible. C'est peut-être ça en fait le côté paradoxal. On va accueillir maintenant, je crois que c'est Sophie qui est avec nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi je vous appelle parce que je suis maman de 3 enfants. Oui. Et donc en fait on a scolarisé nos enfants. Maintenant ça fait pas mal d'années dans une institution dans la ville où on habite en fait, qui est une institution privée, enfin une école privée, oui. Où en fait un peu élitiste en fait. Donc donc on a une fille qui a 16 ans pour qui ça se passait très bien au niveau scolaire, mais par contre au niveau psychologique dans l'école ça allait pas trop. Et elle a demandé pour en partir l'année dernière, donc elle en est partie, mais elle est légèrement anorexique depuis. Et là, le problème... Légèrement ? Oui, légèrement. Ça veut dire quoi, légèrement anorexique ? Elle mange... elle est très maigre, elle fait 31 kilos... pour combien ? 37 kilos, excusez-moi. 37 kilos à... Elle mesure combien ? Elle doit faire 1m62, 63. Non, mais elle souffre d'anorexie. Oui. Elle n'est pas légèrement. Oui. Et donc en fait, on va continuer à parler, Sophie, après le journal de minuit. Restez en ligne. D'accord. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit. Et tout de suite Sophie qui est avec nous. Sophie, oui. Donc juste avant le journal, vous parliez donc de vos enfants qui étaient dans une école privée réputée de votre ville, vous dites même élitiste. Je reprends vos mots. Vous parliez de votre fille de 16 ans. Oui. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que vous disiez qu'elle était légèrement anorexique. Vous dites, 37 kilos pour 1m62, on peut parler d'anorexie, hein. C'est pas légèrement. Votre fille souffre d'anorexie. Oui. Alors en fait, je dis légèrement parce qu'en fait, j'ai vu plusieurs personnes, psychologues, médecins, etc. Et en fait, jamais on m'a proposé et on lui a proposé un traitement vraiment, quoi. Donc en fait,
En fait, c'est-à-dire que j'en ai parlé bien sûr à mon médecin traitant. Oui. Elle a été suivie l'année dernière par une psychologue pendant 1 an en fait. Cette année, elle y va plus parce qu'elle a décidé de plus y aller parce que elle a changé d'établissement scolaire et elle va beaucoup mieux. Mais jamais on m'a dit qu'elle était anorexique. On m'a dit qu'elle mangeait pas correctement, etc. Bon, elle est maigre, hein, c'est sûr. Bon, moi, je suis bien consciente du problème. Plus que maigre, là, oui. Oui. Et donc, voilà. Donc, en fait... Elle était suivie pour quelle raison parce qu'en fait, c'est une enfant qui a été très, très mal dans sa peau. Et qui, en fait... l'année dernière, ça allait pas du tout. Elle avait aucune confiance en elle. Et puis, elle se dénigrait. Enfin, voilà. Mais ceci dit, on s'est rendu compte que l'école avait énormément joué. Parce que c'est une école où ils mettent une pression importante et donc cette année elle va beaucoup mieux, elle s'est fait des amis très rapidement et même encore ce soir elle me disait tu sais je partirais bien en voyage linguistique toute seule alors que l'année dernière elle est partie mais elle est partie avec une copine et elle m'a dit tu vois c'est grâce à Massillon donc grâce à l'école où elle est qu'elle a pris suffisamment confiance en elle pour pouvoir envisager partir toute seule en vacances avec d'autres personnes, enfin dans un groupe qu'elle ne connaît pas, chose qui était inconcevable l'année dernière. Ça c'est une très bonne chose sur le plan de son épanouissement. Oui. Néanmoins, sur le plan médical, elle ne peut pas rester sans suivi, oui. avec un poids comme vous l'indiquez là. Ah oui. Ah non, c'est pas possible. Ah oui. Non. C'est pas possible parce que les jeunes filles anorexiques, si vous voulez, sont souvent dans une hyperactivité, ont souvent une scolarité brillante. Oui. Ce qui est son cas. Oui, elle travaille très bien. Oui. Travaille très bien, se dépense beaucoup. Quand elles le peuvent, parce qu'à un moment, l'épuisement prend le dessus, on peut comprendre, étant donné leur état de fatigue, elles vont au-delà de leur force, elles sont dans un état d'épuisement, en fait, physique, forcément. Donc elles donnent le change terriblement. Oui. Mais c'est pas possible. Elle peut pas rester sans suivi. Comment elle est justement par rapport à la nourriture aujourd'hui ? Ah, c'est très pénible en fait. Alors ça va un tout petit peu mieux. C'est-à-dire qu'elle mange moins des miettes parce qu'avant elle mangeait que des miettes. Oui. Bon, elle contrôle tout ce qu'elle mange, évidemment. Et elle contrôle aussi ce que moi je mange, parce que par exemple ce soir, elle regardait ce que je mettais dans mon assiette et comparait ce que j'avais mis dans l'assiette. Classique, oui. Et donc voilà, et elle contrôle tout ce qu'elle mange, vraiment. Bon, ça s'arrange un peu. Alors elle se permet quelques friandises qu'elle ne se permettait pas avant, mais par exemple elle compense en mangeant. Par exemple, elle mange des papillotes en ce moment le soir dans son lit. Enfin, une papillote dans son lit, mais du coup, elle mange une mandarine au dessert au lieu de manger un produit laitier. Elle compense tout dès qu'elle prend quelque chose qu'elle sait riche, parce que bien sûr, elle a tout étudié, elle compense avec un aliment beaucoup plus léger, quoi, en fait. Donc ça, c'est sûr qu'elle contrôle tout ce qu'elle mange, en fait. Et puis, comble de malchance, quand j'en ai parlé donc elle avait vu plusieurs personnes, même un ostéopathe dernièrement, et en fait à chaque fois ils lui disent l'aliment qu'il ne faut pas qu'elle mange. Donc alors les pâtes elle en mangeait, elle en mange plus. Mais pourquoi ? Qui lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle mange de pâtes ? C'était mon médecin traitant qui en fait l'année dernière. Mais il est fou. Ben oui. C'est ce que mais pourquoi il lui a dit ça ? Je ne sais pas. Mais il est fou. Attendez, mais excusez-moi, non, mais ça me rend dingue. Ouais. Pourquoi il lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle mange de pâtes ? En fait, quand on est allé le voir, en fait, donc parce que moi je voulais voir justement si elle avait pas besoin d'un suivi, etc. Et donc en fait, il lui a expliqué comment elle pouvait manger sans grossir, en fait. Et donc en fait, il lui a donné toutes sortes d'aliments qu'elle ne devait pas manger. Par contre, tous les autres qu'elle pouvait manger, sauf que, comme elle m'a dit à la fin. Ceux que j'aime manger, par exemple les pâtes, elle adorait ça parce qu'elle allait manger avec les copines à l'extérieur, elle mangeait des pâtes et en fait elle adorait ça. Du coup maintenant à chaque fois qu'on fait des pâtes, elle râle parce qu'elle dit oui c'est des pâtes machin. Ben oui, évidemment. Donc, elle veut plus manger que des légumes. Donc en fait. Mais il est complètement passé à côté du diagnostic, le médecin généraliste là.
complètement passé à côté. Elle a plus ses règles, évidemment. Non. Ah oui, mais non, mais elle a tous les signes. Enfin, de toute façon, quand vous m'avez donné son poids, une jeune fille de 16 ans qui fait 37 kilos, on est en plein dedans. Hein. Évidemment, il n'y a plus de règles depuis un moment. Non, elle est lourdement anorexique. Hein. Il faut vraiment qu'elle soit suivie et dans un service spécialisé. Parce que si vous voulez, c'est pas le médecin généraliste qui peut la suivre. C'est pas, si vous voulez, même c'est pas un psychiatre en libéral. Enfin, il faut vraiment un service spécialisé. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Ah oui. Il faut vraiment, il faut une prise en charge pluridisciplinaire. C'est vraiment complexe. Et il faut qu'elle soit prise en charge, évidemment, à la fois sur le plan par un médecin psychiatre, ça c'est évident, mais spécialisé, si vous voulez, dans ces troubles du comportement alimentaire. Et pourquoi psychiatre ? Parce qu'on parle d'anorexie mentale, c'est-à-dire qu'évidemment ça se traduit par des troubles du comportement alimentaire, mais à la base il y a des troubles, des troubles psychiques. Enfin, il y a quelque chose derrière d'une problématique à aborder. Elle sera prise en charge par une nutritionniste. Enfin, vous voyez, il faut vraiment toute une équipe. Hein, il faut tout mettre en œuvre autour d'elle. Pour le moment, elle est dans un déni total, donc elle ne fera pas la démarche. Hein, c'est évident. Elle est dans l'évitement, comme ce qui est classique dans cette maladie-là. Hein. Alors j'ai vu un espoir l'autre jour parce qu'elle est allée s'acheter des jeans et elle a pris du 34 à la place du 32 et elle m'a dit j'ai pris exprès une taille au-dessus. Alors j'étais contente, je lui ai dit écoute super. Donc mais donc, non, voilà, elle flotte. Oui, mais non, mais parce que elle s'habille ample pour dissimuler. Non, elle s'habille plutôt serrée par contre. Hein. Mais là, elle m'a dit j'ai acheté un jean de la taille supérieure. Alors mais parce que c'est pas parce qu'elle a pris du poids. Non, je pense pas. Elle m'a dit qu'elle se pèserait. Ouais, mais peut-être parce que justement, parce qu'elle flotte, c'est parce que dans ces cas-là, on s'habille un peu plus ample. C'est aussi typique de s'habiller ample. Hein, on dissimule, dissimule sa maigreur en prenant des vêtements assez amples. Donc comme ça, aux yeux de l'entourage, on peut dissimuler. Non, il faut vraiment là, Sophie, vous en préoccuper assez sérieusement parce que c'est, si vous voulez, d'un point de vue médical, je suis atterrée, que le médecin généraliste passe à côté comme ça, parce que on sait très bien qu'une jeune fille à ces âges-là qui demande à maigrir, surtout que elle était ronde, votre fille. Non, elle était pas ronde. Elle était pas ronde. Elle était un peu, même pas enrobée. Non, c'était une enfant normale, quoi. Hein, quand elle était, ça fait 3 ans qu'elle a décidé de maigrir, en fait. Et donc à 13 ans. Oui. Ouais, en plus, c'est un âge effectivement très. Et en fait, elle était. Non. Moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était d'une taille normale. C'était une enfant qui aimait bien manger, etc. Alors, c'est vrai que quand elle était enfant, elle avait tendance à manger beaucoup de fromage. Donc, moi, je lui disais, Marine, faut que tu arrêtes le fromage parce que voilà, faut pas exagérer, quoi, en fait. Mais alors, je sais pas si c'est ça qui est lié ou pas, mais c'est vrai que j'ai toujours essayé de leur montrer qu'il y avait des moments où en alimentation, il fallait pas faire n'importe quoi. Mais bon, voilà, quoi. Après, je sais pas exactement ce qui a déclenché exactement le problème. Mais si vous voulez, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est vrai que un médecin qui voit arriver souvent à cet âge-là, les jeunes filles peuvent prendre un peu de poids au moment de la puberté, et donc peuvent demander des conseils par rapport au fait de vouloir un peu perdre du poids ou surveiller en tout cas leur alimentation, et peut donner des conseils en matière de diététique, et c'est toujours un peu délicat. Parce que entre la jeune fille à qui on donne des conseils sur un plan diététique, pas tomber dans la junk food, ce qu'on appelle manger effectivement trop de hamburgers, de trucs, trop salé, trop sucré et autres, manger des légumes, manger ce que disait ce médecin, et puis supprimer tout féculent, ce qui est une aberration parce qu'il en faut. Et finalement la jeune fille qui s'alimentant de façon plus équilibrée peut basculer
dans quelque chose d'un régime de plus en plus strict jusqu'à l'anorexie, parfois la frontière est ténue. Oui. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, il faut être prudent. Oui. Alors, quant à la personne qui me dit par SMS, j'espère que vous assumez de dénigrer le diagnostic d'un médecin sur la seule base d'un témoignage téléphonique, je répondrai que je fais confiance à Sophie, puisque Sophie, vous m'avez l'air parfaitement crédible, vous êtes la maman de cette jeune fille, et qu'effectivement votre témoignage me paraît suffisamment alarmant compte tenu de ce que vous me dites de l'état de santé de votre fille, pour dire qu'effectivement, oui, ce médecin est passé complètement à côté de l'état de votre fille, de l'état d'anorexie. Bon, tout le monde peut faire des erreurs, mais en l'occurrence, c'est extrêmement grave. Donc oui, j'assume, effectivement. Donc là, je pense que moi, je vous conseillerais d'aller. Vous êtes dans une grande ville ? Oui, à Clermont-Ferrand. Bon, alors renseignez-vous. À l'hôpital, il y a forcément une structure, une structure, même un service à ce moment-là de pédopsychiatrie. Oui. Et il va pouvoir vous adresser. Il y a forcément des gens compétents au niveau des troubles du comportement alimentaire. Oui, non, mais je le ferai. Oui. Ah oui, c'est important, vraiment. D'accord. Parce que elle, si vous voulez, elle va vous dire que tout va bien. Oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Bon, elle a quand même eu des manifestations. Par exemple, on est parti à la Toussaint et dans un pays, en Égypte en fait, et on était avec plusieurs enfants. C'est la seule qui a été malade et qui a chopé la tourista. Donc on lui a dit, tu vois, t'es tellement fragile que voilà. Donc en fait, elle a des signes. Bien sûr. Elle s'en rend bien compte. L'année dernière, elle était tout le temps malade. Bon, cette année, ça va mieux, mais l'année dernière, elle était tout le temps malade. On lui disait à chaque fois, mais mange, ça ira mieux. Pour la grippe, en ce moment, il y a une épidémie de grippe. Elle est beaucoup plus fragile, souffrant d'anorexie, elle est beaucoup plus fragile. Donc elle a forcément froid. Elle a forcément constamment froid. Donc il est important qu'un médecin puisse lui dire. Et dans une équipe pluridisciplinaire, on va pouvoir lui parler et lui expliquer tout cela. Ok, mais bon, je vais le faire. Je vais l'emmener voir quelqu'un. Donc voilà, c'est vrai que je reportais toujours un peu en me disant ça va s'arranger, mais. Mais si vous voulez, il est important. Oui, bien sûr, mais il faut une aide. Ça s'arrangera pas tout seul. Il faut pas la laisser. La problématique de cette maladie, c'est le déni. Les jeunes filles s'enferment, sont dans un sentiment de toute puissance par rapport à ça. C'est le contrôle qui prend le dessus de tout. Donc à un moment, il va falloir dire tu peux pas rester comme ça. On te voit, ton père et moi, maigrir et là on a pris rendez-vous dans une consultation. Elle va pas être d'accord, ça va être dur, il va falloir vous accrocher parce que toute la famille va être mise à rude épreuve, il faut le savoir, mais il va falloir tenir. Bon courage, Sophie. Et en fait, je vous appelais pour vous parler du problème avec mon petit garçon au départ. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, il y a un enfant qui est dyspraxique. Et en fait, il est toujours dans la même école. En fait, c'est venu de là au départ. Il est toujours dans cette école qui est élitiste. Et en fait, du coup, alors qu'il a été vu par le médecin scolaire qui en fait... m'a dit qu'il avait besoin d'être aidé et l'école ne l'aide absolument pas. Et donc en fait le problème là que j'ai actuellement, c'est que je le fais énormément travailler pour qu'il ait des notes correctes. Or il a des notes catastrophiques
Et donc en fait, je sais plus quoi faire. Il va changer d'école en septembre, là, l'année prochaine, mais je sais plus quoi faire. En fait, s'il faut que je continue à le faire travailler pendant des heures et des heures et des heures pour avoir des mauvaises notes, ou si je dis on laisse tomber en sachant que de toute façon, je pense qu'ils ont décidé qu'ils redoubleraient. Et donc le laisser tranquille, quoi, parce qu'en fait cet enfant passe son temps à travailler et au bout du compte il a des mauvaises notes, c'est le dernier de sa classe cette année. Mais ce qui est souvent le cas pour les enfants qui souffrent de dyspraxie. Il était prématuré ? Non, pas du tout. Non. On a eu un souci de placenta previa au moment de la naissance, mais et on avait vu un petit risque là au moment de l'analyse pour les tests de trisomie, mais sinon non, il n'avait aucun problème. Il parlait comme un livre à 1 an. C'est un enfant qui a été diagnostiqué précoce aussi, mais par contre il est incapable de formaliser ce qu'il pense. Et donc en fait à l'école c'est un combat parce qu'en fait ils veulent rien entendre et ils me le sanctionnent pour tout. C'est le problème, on pense même que ce sont des enfants qui ont c'est des enfants qui sont en échec scolaire parce que il y a des problèmes de connexion entre les cerveaux et les gestes, des problèmes de coordination, ils ont des problèmes beaucoup à l'écrit, ils structurent pas leurs phrases, ils ont beaucoup de mal à se concentrer. Il se concentre pas. Il n'a pas eu d'accident Non, rien du tout. Non, il n'est pas dyslexique non plus. Il est dysorthographique. Oui, mais ça va souvent de pair avec la dyspraxie. Et en fait, il est suivi par je veux dire, un neurologue. Non, alors il a vu une neuropsychologue qui a diagnostiqué, qui m'a dit qu'en fait il n'y avait rien à faire en fait. Donc voilà. C'est pas. Il a été suivi par une orthophoniste pendant 3 ans. Oui. Et par un psychomotricien. Non. C'est souvent ça pourtant qu'on propose. Oui. C'est dans Et oui, puisque ce sont des problèmes, souvent des problèmes de coordination entre le problème de connexion entre cerveau et gestes. Donc la psychomotricité, c'est un travail de longue haleine. Mais psychomotriciens interviennent beaucoup dans les problèmes de dyspraxie. On ne vous l'a pas proposé. Il n'a pas de souci de geste. Il a même fait de l'école du cirque. Il a un équilibre qui est bien. Enfin, il fait du ski. Il a aucun problème de geste. Il fait du tennis, etc. Par contre, il est incapable de retranscrire ce qu'il pense à l'écrit. Il lit une question, il répond à côté. Tenir son agenda, il se trompe de jour. Il gère pas du tout l'information. Mais par contre, physiquement, il n'a pas du tout de souci de. Il est tout à fait à l'aise physiquement en fait. Mais il a même beaucoup d'équilibre. Mais par contre, il est incapable de s'organiser, incapable de retranscrire ce qu'il pense. Mais par qui est-il suivi aujourd'hui pour ça ? Par personne. Mais oui, mais donc il ne peut pas progresser. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'on se heurte à... Est-ce qu'il y a un plan un peu personnalisé de scolarisation ? Alors, on l'a demandé, je l'ai demandé avant les vacances de Noël, là, mais en fait, les enseignants font rien du tout, quoi. Mais parce que souvent, pour ces enfants, on supprime la copie manuelle, on fait un travail à l'ordinateur, vous voyez, c'est des enfants... qui sont dans des classes spécialisées, Nous, ce qu'on a fait, on a mis tout en place à la maison. Il a des gens qui viennent l'aider dans quasi toutes les matières pour justement l'aider, comme il écrit mal ses cours, donc en fait pour aider à retranscrire les cours, notamment en langue, et puis pour réviser les mathématiques, etc. Donc il a des gens qui viennent l'aider. Mais moi, je l'aide, je suis derrière lui tout le temps. Mais à l'école, en fait, on se heurte à... Oui, mais l'école est peut-être pas adaptée pour cela. Elle a beau être privée et très réputée et très élitiste. Pour le coup, elle est peut-être trop élitiste aussi pour des enfants qui présentent des difficultés. Oui. Vous voyez, donc parce que je sais pas, ils pourraient peut-être bénéficier de l'aide d'auxiliaires de vie scolaire. Oui. Alors ça, c'est vrai qu'il faut un accord favorable de la MDPH. Il faudra un projet personnalisé
personnalisé de scolarisation, peut-être pour votre fils aussi, parce que normalement, voilà, ces enfants pour suivre une scolarité doivent avoir un accompagnement, parce que sinon il va s'épuiser. Et que vous le fassiez travailler comme ça, c'est, vous voyez, ça ne change rien à ses résultats, donc ça n'aide pas. Et puis par ailleurs, à côté, il faut qu'il ait un suivi par un psychomotricien. Il faudrait refaire un bilan et qu'il ait un suivi à côté, et puis certainement un vrai projet par rapport à sa scolarité. Parce que vous le fassiez travailler comme ça va pas, parce qu'il y a, ça ne va pas. C'est pas suffisant en tout cas. C'est pas ce qui le fait progresser. Vous n'êtes pas. Il faut des professionnels qui connaissent bien le problème. D'accord, Sophie? D'accord. Bon, et puis oui, j'allais vous dire, entre votre fille et votre fils, ça fait lourd. Mais écoutez, prenez rendez-vous vraiment pour votre fille, parce qu'il y a une situation d'urgence. J'entends que vous appeliez pour votre fils au départ, mais attention, parce que votre fille est dans un déni vis-à-vis de son anorexie, et le déni, c'est très contagieux. Elle vous entraîne là-dedans. J'espère que ce soir, vous avez aussi un peu ouvert les yeux sur le fait que c'est sérieux, son problème. Donc, prenez rendez-vous avec l'hôpital. Et pour votre fils, peut-être justement dans le cadre de l'hôpital, vous pourrez parler aussi de son problème de dyspraxie, et qu'ils pourront vous orienter vers des psychomotriciens. À ce moment-là, même vers le centre médico-psychologique, et refaire un bilan. Et le centre médico-psychologique pourra vous aider à mettre en place peut-être un projet personnalisé de scolarisation. Enfin, ils sont de bons conseils, les centres médico-psychologiques, pour les enfants comme ça en difficulté scolaire. D'accord. Bon courage. Très bien, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Des messages qui arrivent au 7 21 21 pour Sophie. Il y a quelqu'un qui me dit que les enfants dyspraxiques peuvent être vus également par un ergothérapeute pour évaluer ces troubles et mettre en place un accompagnement à l'école et en cabinet. Alors c'est vrai qu'il y a les psychomotriciens et également les ergothérapeutes. C'est pour ça que prendre rendez-vous avec le centre médico-psychopédagogique, CMPP, pour les enfants, ça peut être une bonne chose, parce qu'ils vont refaire un bilan complet, et puis éventuellement préparer, voir ce qu'il est possible de faire pour cet enfant dans le cadre de sa scolarité, parce qu'apparemment dans cette école, on lui propose pas une aide personnalisée. Bonsoir Johanna. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous téléphone parce que je crois que depuis que je suis née, je porte les problèmes transgénérationnels de 2 générations par rapport à mon père. Oui, c'est-à-dire que mon père a eu des difficultés relationnelles assez importantes avec son père, et qu'en fait, je ne sais pas par quel mécanisme, il a retransmis ça sur moi, et ça m'a posé beaucoup de difficultés existentielles et d'abandon et de psychique, quoi, en fait. Oui, j'entends bien qu'on est dans une histoire de transgénérationnelle, c'est-à-dire que on hérite du passé, de l'histoire, de ceux qui nous ont précédés. En l'occurrence, donc, vous parlez de l'histoire de votre père, mais j'ai l'impression, Johanna, que alors, vous voulez me dire quelque chose, mais alors là, vous m'en parlez en termes théoriques. Pourquoi c'est lié à un travail que vous avez fait sur vous-même, à des lectures? Oui, effectivement, j'ai fait une psychanalyse et une thérapie jointe pour essayer d'évacuer mon sentiment d'abandon que je traîne depuis l'enfance. Et curieusement, j'ai toujours cru que c'était ma mère qui m'avait abandonnée, entre guillemets, ce qui n'est pas vrai du tout. Et en fait, je me rends compte que les agissements, le comportement de mon père à mon égard m'a créé un sentiment de non-existence et comme si j'étais quelqu'un de moins que rien.
Et depuis 41 ans, je traîne ce problème. Alors là, en ce moment, je vais mieux parce que je me déculpabilise, parce qu'en fait, ça me posait un problème de culpabilité. Pourquoi mon père ne m'a pas accepté inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas exactement, le jour de ma naissance. Il faut savoir que ma sœur n'a pas été désirée, elle est née par accident, elle n'a pas ces problèmes-là, et mon petit frère, donc moi je suis au milieu, mon petit frère n'a pas eu non plus ces problèmes-là. Et je voudrais savoir, ma grande question, le grand doute de ma vie, c'est de savoir si mon père m'a accepté en tant que petite fille quand je suis née, si après les relations qui sont établies entre lui et moi étaient saines, et puis dans le sens où j'étais une petite fille aimée par mon papa, voilà. Mais alors ça, j'imagine que vous avez dû l'aborder. Vous me parlez à la fois d'une analyse. Pas tellement, non. Et pourquoi ? Je n'avais de cesse à admirer mon père, à le mettre sur un piédestal, à le voir comme quelqu'un de super. Et en fait, c'était lui ou moi dans la famille, si vous voulez, la place que je pouvais occuper. Soit lui, lui, il l'avait prise déjà, bien sûr, mais il y a eu ce rapport de force entre lui et moi. Et finalement, je me rends compte qu'à mon âge, j'ai pas pu m'installer dans la famille correctement. Bon, j'ai eu des bons moments, j'ai eu des instants heureux pendant mon enfance, mais j'ai eu aussi beaucoup de violence verbale et psychique, beaucoup d'agressivité de la part de mon père à mon encontre, et plus que pour mes frères et sœurs. Alors dans tout ça, j'essaye de me reconnaître. Mais vous continuez votre analyse Vous continuez votre analyse, Johanna ? Non, elle a été interrompue en 99 suite j'avais pas de remboursement de la sécurité sociale. Donc elle a été interrompue assez brutalement, quoi. Oui, une analyse, d'ailleurs, une psychanalyse en tant que telle n'est pas remboursée, je précise, par la sécurité sociale. Maintenant, si vous voyez un psychiatre... Mais actuellement, je vois un psychiatre qui m'aide beaucoup parce qu'en fait... il me fait des techniques d'intimidation, vous voyez, c'est assez curieux comme C'est-à-dire technique. Et je me rends compte que mon père m'a fait peur longtemps pendant mon enfance, et que de fait j'ai eu peur des autres, et que j'ai eu des problèmes relationnels avec les autres, et puis que je voyais toujours de la critique, de la moquerie, ou qu'on m'aimait pas au travers du regard des autres, et que finalement c'est un peu fictif, tout ça, c'est imaginaire. Mais attendez, qu'appelez-vous technique d'intimidation ? Comment ? Ah oui, parce que les techniques d'intimidation, c'est qu'en fait, ils baissent les yeux. Oui, enfin, c'est ce que vous interprétez comme tel. Vous revoyez en ce psychiatre, vous retrouvez un peu l'image de votre père. Oui, c'est ça. D'accord, donc ça vous aide au fond ça déclenche chez vous des émotions. Je dois savoir que j'ai peur de mon père et il joue là-dessus, et en fait ça me permet peut-être de me dégager de la peur que j'ai et des hommes et de mon père. Bon, eh bien c'est bien parce que vous allez progresser avec lui. Si avec ce psychiatre qui finalement vous renvoie au fond fait remonter en vous renvoie à une image paternelle qui est très présente chez vous. Angoissante, et en même temps, depuis le début de notre échange, vous n'avez parlé que de votre père, Johanna. Donc, omniprésente chez vous. Voilà. Ça montre à quel point il est important de travailler la question du père. Bon, eh bien, avec ce psychiatre, vous allez pouvoir l'évoquer, le travailler, et à travers, effectivement, il baisse les yeux, vous retrouvez il vous rappelle votre père qui vous intimidait, qui vous menaçait. Eh bien, ça fait ressurgir chez vous comme ça des émotions, et finalement toutes ces émotions qui vous paralysent, qui vous tétanisent, le fait de pouvoir en parler, vous allez petit à petit, j'espère pour vous en libérer et avoir un petit peu moins peur. Oui. Me déculpabiliser du fait de me dire que en fait mon père, quand je suis née,
que j'ai bien été désirée, que j'étais bien acceptée dans la famille et que finalement c'est peut-être mon impressionnabilité, mon hypersensibilité de petite fille qui ont fait que avec la très grande sévérité de mon père, j'ai pas pu me construire sereinement et puis de manière équilibrée. Peut-être, effectivement. Effectivement, ça vous aidera, en tout cas, je l'espère, à avancer, hein, Johanna. Il faut poursuivre ce travail. Bonne chance à vous. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Un petit message d'Alexandre de Lille qui revient sur le témoignage de Sophie et qui dit l'anorexie, si elle n'est pas bien prise en charge, peut détruire toute une famille. Ma sœur s'est enfoncée dans cette maladie. Cela a créé un repli de toute la famille. Donc il est nécessaire de prendre le problème très vite en compte. Quelqu'un me dit j'ai été anorexique. Je vis à Clermont-Ferrand. La ville de Sophie, il existe un service qui aide les jeunes personnes au CHU. Ils m'ont beaucoup aidé. Aujourd'hui, je suis guérie. Merci beaucoup de cette information. Et puis, on va accueillir maintenant Catherine. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais déjà, parce que c'est un souvenir parce que j'écoute vos émissions tous les soirs quasiment. Je vous remercie. Dire à une psychologue qui n'acceptait pas le décès de son père que tout est dans l'acceptation et c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, j'ai appelé pour mon petit garçon qui a 6 ans, qui est tricotillo-hémorragique. Oui, il s'arrache les cheveux. Qui est une grande difficulté pour moi parce que je le fais suivre au CMPP depuis 2 ans maintenant. Et effectivement, il y a des changements, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire s'il s'arrache plus les cheveux aujourd'hui, ça se traduit autrement. Donc après, je suis à la recherche de solutions. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Déjà, le symptôme en lui-même, c'est important. Il ne s'arrache plus les cheveux. Ah, il s'arrache plus les cheveux, mais enfin, il me fait des rastas à moi-même. Donc, effectivement, il s'arrache pas les cheveux à lui-même, mais il me fait des rastas. C'est-à-dire Enfin oui, non, parce que quand il est en confiance avec quelqu'un, il s'approche et puis ce qui n'est pas forcément bien pris. Parce qu'il a beaucoup de copines. Non, mais c'est-à-dire des rastas, vous voulez dire au niveau des cheveux, c'est ça ? Il fait la coiffure. Oui, c'est-à-dire qu'il est. Non, mais c'est ça, parce que des rastas comme ça. Parce que vous parlez de cheveux, vous voyez, donc je. Cru un moignillon, quoi. Il était. Ah, mais oui, s'arracher les cheveux, oui, malheureusement. Non, mais c'est quasiment. C'est carrément. C'est bien fait, quoi. Oui. Pour l'épilation, c'est bon. Oui, ça peut créer même après des irritations du cuir chevelu. Donc maintenant, c'est-à-dire qu'il s'en prend. On m'a même fait peur en me disant qu'il arrivera un moment où ça repousserait plus. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Donc maintenant vous voulez dire qu'il s'en prend aux vôtres, c'est-à-dire qu'il touche vos cheveux, il vous les. Oui, ça fait longtemps, mais ça s'accompagne de tout un tas d'autres phénomènes. Il veut pas dormir tout seul. Oui. Il est rentré au CP cette année, ça s'est très bien passé dans un premier temps. Et puis, à ses 6 ans, au mois de novembre, tout a basculé. C'était dans le grand n'importe quoi. Il a régressé. Voilà, c'est ça. Il a régressé. Il a des comportements d'un enfant de 2 ans à 6 ans. Il a peut-être besoin de passer par là. En même temps, il a une histoire un peu compliquée. Alors, il a une sœur qui est décédée. Enfin, j'ai une fille qui est décédée en 2000.
Donc il en parle souvent. Il a un frère qui a 26 ans, qui a quelques soucis. Il en parle, pourtant il ne l'a pas connu. Vous m'entendez, Catherine, ou pas? Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas le retour. Vous me dites qu'il parlait beaucoup, qu'il parle de votre fille qui est décédée en 2000, mais il ne l'a pas connue? Non. Alors comment se fait-il qu'il parle d'une sœur qu'il n'a pas connue? Il en parle parce qu'effectivement, je suis une maman qui a perdu sa fille et j'ai des photos de ma fille. Donc il vous pose des questions? Exactement. Oui, non mais c'est normal, et d'ailleurs il en parle à tout le monde. Enfin, j'ai une sœur qui est morte. Après, je ne sais pas trop quoi lui dire. Je peux pas lui dire que sa sœur n'a pas existé. Non, il ne s'agit pas de lui dire cela, non. C'est compliqué. Il a un frère qui a 20 ans de plus que lui, et c'est difficile à gérer aussi. C'est-à-dire que vous avez un fils. Il ne connaît pas son papa. Donc il ne connaît pas. Oui, c'est bon, ça fait beaucoup, effectivement. Vous lui en avez parlé de son père? C'est une histoire compliquée. Alors tout le monde me dit, tu n'as qu'à lui en parler dans les termes qu'il peut comprendre. Mais qu'est-ce qu'il peut comprendre des affaires compliquées d'adultes? C'est difficile pour moi de lui en parler. Pourquoi? Parce que c'est pas l'affaire d'un soir, mais presque. Enfin, si, c'est ça. J'ai changé de voiture. J'ai perdu mon papa en 99 et j'ai changé de voiture. Enfin, c'est toute une affaire. J'ai changé de voiture et j'ai pas eu de parapluie quand j'ai changé de voiture. J'ai eu un enfant à la place et effectivement, après avoir perdu ma fille, j'ai 42 ans. J'avais 42 ans à l'époque. C'était maintenant ou c'était jamais si je pouvais avoir une fille. Enfin, j'avais une chance sur 2 d'avoir une fille, et puis j'ai eu un garçon. Oui. Ouais. Et je pense aujourd'hui que c'est une chance pour lui, parce que je pense qu'il aurait, si j'avais une fille, elle aurait eu trop de comparaisons par rapport à sa sœur. Oui. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi, et son papa est venu s'installer professionnellement à 800 mètres de chez moi. Et pourquoi il ne voit pas son fils? Parce que il n'avait pas envisagé d'avoir d'enfant, et moi non plus. J'avais changé de voiture et j'avais pas envisagé d'avoir d'enfant. Mais quel rapport? Et moi, j'ai pris ça comme un cadeau de la vie. Enfin, la vie. Mais je comprends. Vous aviez perdu elle m'offrait votre la fille. possibilité, maintenant ou jamais, d'avoir éventuellement un autre enfant. Je sais pas comment. Vous lui avez dit à cet homme que vous étiez enceinte de lui? Non, je lui ai dit une fois qu'il était né. Oui. Comment a-t-il réagi? Pas très bien, parce qu'il a estimé que j'aurais dû lui demander l'autorisation, et à 42 ans, j'estimais que j'avais pas d'autorisation à lui demander. Et j'étais dans une situation un peu particulière. C'était pas par rapport à lui, c'était par rapport à mon vécu, à moi, que j'ai gardé cet enfant. Oui, et un vécu lourd, un vécu lourd, puisque l'enfant de la dernière chance, oui, mais pas seulement l'enfant de la dernière chance, c'est-à-dire l'enfant qui venait après un enfant qui était mort. Exactement, oui, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que cet enfant, il porte. J'avais rêvé d'avoir une fille parce que j'avais perdu ma fille. Elle avait quel âge, votre fille, quand elle est décédée? Elle allait avoir 14 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Une leucémie lymphoblastique aiguë. Et je l'ai très très mal vécue. Je comprends, oui. C'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. C'était carrément cauchemardesque. Parce que, comme ils disent dans le langage médicale, elle a flambé. Elle est au collège le vendredi, elle n'y est pas allée le samedi, elle mourait le jeudi qui suivait. Oui, c'est terrible. Oui. Elle a littéralement flambé, et même mon fils aîné m'en veut aujourd'hui en me disant, tu le savais? Non, je le savais pas. Non,
pourquoi il vous en veut? Vous ne pouvez rien faire. Il a cru qu'on lui avait caché des choses et on lui a rien caché. Ça nous est tombé. Vous ne pouviez rien faire, non. Ce type de leucémie, malheureusement, on ne peut rien faire. Oui. Elle a littéralement flambé et donc 4 ans après, j'avais pas envie d'enfant, j'avais pas. Non. Et puis la vie m'a apporté. Il y a eu, cette rencontre. Tout s'est mis en place comme s'il fallait que cet enfant vienne. Oui. Vous pourriez lui, dire comment vous lui avez, qu'est-ce que vous lui dites au fond, parce que cette histoire, c'est vrai que ça paraît toujours compliqué à un enfant de dire l'enfant que c'est une rencontre d'un soir, mais là, c'est difficile. Je vais expliquer de dire que c'est parce que c'est une, de dire comment il s'appelle, quel est son prénom, que vous entier de sa de son ascendance qui lui manque et je ne sais pas trop quoi lui dire. Je ne vais pas lui dire ton papa il m'a amené la voiture, il est venu voir si elle marchait bien, je ne sais pas trop quoi encore. Et non, l'histoire de voiture c'est très compliqué parce que oui, l'histoire de voiture, même nous, on a du mal à suivre parce que finalement, là, ce sont les circonstances de la rencontre. Alors, ça peut dire, mais dire que au fond, moi, je suis pas croyante, mais tout était posé. J'entends, mais finalement, ce que vous me dites, qu'il a été un cadeau de la vie. Oui, mais même le pédopsychiatre qui l'a vu, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il voulait vraiment venir. Est-ce que c'est pas ça qu'il aurait besoin d'entendre dans cette histoire, au fond, difficile? C'est compliqué. Je suis pas croyante. Mais vous savez, sans être croyante, il y a des cadeaux de la vie, il y a des signes comme ça. Le pédopsychiatre m'a dit, cet enfant voulait vraiment venir parce que. Oui, certainement. Moi, je l'ai pris comme la dernière chance. Mais oui, parce que à 42 ans déjà, les chances d'être enceinte sont quand même beaucoup moindres. Vous avez une relation d'un soir avec un homme rencontré, votre voiture tombe en panne, il vous aide comme ça. Bon, une fois vous êtes enceinte, ça veut dire que vous ovulez à ce moment-là. Oui, cet enfant voulait vraiment venir au monde. Donc finalement, lui dire que c'était un cadeau de la vie, que vous avez rencontré son père et que c'est comme ça, ça serait important pour lui de lui dire cela. De dire qu'il a été un merveilleux cadeau de la vie pour vous. Il est dans le mensonge, il vole, Mais oui, mais il est dans le mensonge parce qu'il y a plein de choses que vous n'arrivez pas à lui dire. Mais vous savez, c'est dommage, Catherine, parce que votre histoire me touche beaucoup, parce que il y a beaucoup de, je vous sens, il y a beaucoup de douleur derrière et beaucoup de souffrance et du coup, votre petit garçon, il ressent cette angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse chez lui. Il paye cash les difficultés que j'ai eues avec son frère, alors que finalement, voyez ce que vous me dites, cet enfant, c'est un cadeau de la vie. Tout à fait. En fait, il est arrivé là, il voulait vraiment venir, et vous aussi, vous le dites. C'était l'enfant de la dernière chance et c'est un cadeau que la vie vous a fait, alors après vous avoir si durement éprouvé. Alors, il y aurait des choses, pourquoi vous n'iriez pas en parler? Vous m'avez appelé moi ce soir, pourquoi vous n'iriez pas vous un peu parler de tout ça? Quelques séances avec quelqu'un, je suis sûre que ça vous aiderait à mieux parler à votre petit garçon. C'est ce qu'on m'a conseillé il y a quelques années, je l'avais fait parce que je me sentais pas mère. Aujourd'hui, on m'a dit, vous êtes dans le non-choix. Oh là là, n'écoutez pas ça, Catherine. Allez parler un peu à quelqu'un de ce qui pèse comme ça sur vous. Et je suis sûre que ça va vous aider à parler à votre petit garçon. Parce que lui, il est dans des angoisses comme ça. Oui, pour le moment, il ment parce qu'il se raconte une histoire, celle que pour le moment, vous n'arrivez pas à lui dire. Alors que vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Mais Catherine, quand vous allez arriver à pouvoir parler de vous, mettre un peu des mots sur votre histoire, vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple pour vous d'arriver à parler avec lui. Donc, vous avez fait un premier pas en m'appelant ce soir, faites le second en allant parler vous à quelqu'un. Parce que votre petit garçon, il se débat de son côté comme il peut, mais il a beaucoup de questions qui restent en suspens dans sa petite tête. Donc, aidez-le à céder et vous, de votre côté, allez aussi un peu parler. Je vous embrasse, Catherine. Au revoir. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1.